Bien, voici un exercice sur les acides et les bases avec le diagramme de distribution et il concerne l'acide citrique. Vous trouverez la correction juste après avec quelques rappels de cours sur les acides et les bases. Bon courage! Bien, dans cet exercice, nous allons travailler sur les propriétés acido-basiques de l'acide citrique. Un exercice a été déjà fait à ce sujet. Cet exercice-là présente quelques questions nouvelles, donc c'est bien de les faire. Donc, on va commencer par la première question. On vous demande de rappeler ce que c'est qu'un acide au sens de Bronsted. Donc, un acide au sens de Bronsted, donc acide au sens de Bronsted, c'est une espèce chimique. Donc, espèce chimique capable de céder un ou plusieurs protons. Un ou plusieurs protons H+. Donc, vous voyez que si on dit que c'est une espèce chimique capable de céder un proton, H+, ça n'est pas faux, mais c'est bien de compléter la phrase en disant un ou plusieurs protons H+, comme on va le voir dans cet exercice-là. Et pourquoi cette remarque? Parce que les acides vous avez des monoacides, mono ça veut dire 1, donc ils peuvent libérer un proton, H+. Et vous avez ce qu'on appelle des polyacides. Polyacides. Vous voyez, poly, ça veut dire beaucoup, plusieurs. Mono, ça veut dire 1. Et ça, ils peuvent libérer quelques protons, 2, 3, 4. Je vais marquer quelques H+. 2, 3. Voilà pourquoi il faut dire 1 ou plusieurs protons. 1 ou plusieurs protons selon la remarque que je viens de faire ici. Une dernière chose à savoir, quand on vous demande de définir par exemple un acide au sens de Bronsted, un oxydant, un réducteur, un catalyseur, commencez toujours par dire c'est une espèce chimique. Il y a quelques élèves qui disent c'est une molécule, c'est un élément, c'est un atome. Tout ça, c'est vraiment pas très juste au niveau définition, vous voyez. Une espèce chimique, donc c'est une catégorie de produits chimiques, voilà, hein, qu'on appelle espèces chimiques. Donc retenez ça, toutes les définitions qu'on vous demande de faire en chimie, commencez toujours par dire c'est une espèce chimique. Bien entendu, hein, les définitions d'un catalyseur, d'un oxydant, d'un réducteur, d'une base, d'un acide, c'est une espèce chimique et après, vous continuez par ce que fait l'espèce chimique. Vous voyez ce qu'il fait l'acide ici, au sens de Bronsted, on vient de le faire là. Voilà, donc sachez que ce sont les remarques qui sont importantes. Bon, la définition, bien sûr, il faut la connaître et il faut la donner en fonction des remarques que je viens de faire.
Par la même occasion, ça n'est pas demandé dans la question numéro 1. C'est quoi une base au sens de Bronsted? Ça, on va prendre ça comme une remarque. La question n'est pas posée, donc il ne faut pas la donner ici. Mais je la rappelle quand même, parce que c'est intéressant. Donc, une base, au sens de Bronsted, il faut écrire exactement la même phrase et remplacer CD par capté, vous voyez? Donc, remplacer CD par capté. Donc, ce sont des espèces chimiques qui peuvent capter un ou plusieurs protons H+. Donc, remplacer dans la définition qui est là, CD par capter, bien sûr, des protons H+, bien entendu. Ça, c'est important. Une dernière chose aussi à dire là, c'est que dans la chimie, il existe deux grandes catégories de réactions chimiques. Des réactions chimiques acido-basiques, qui sont basées sur un échange de protons H+, et des réactions d'oxydoréduction qui sont basées sur un échange d'électrons. Donc vous voyez, regardez, je vais le mettre là. Acido-basique, des réactions acido-basiques et échange de protons H+, et des réactions d'oxydoréduction, et échange d'électrons. Donc voilà deux grandes catégories de réactions chimiques. Bien sûr, vous allez devoir faire des exercices sur l'oxydoréduction. Et dans ce cas-là, bien sûr qu'il faut remplacer les H+, par des électrons dans les définitions, dans les équations bilan, dans tout ce qui suit. Donc vous voyez que tout ça, ce sont des remarques. Je mets S ici. Des remarques et puis un complément, bien sûr, de cours. Bien entendu, je prends la résolution d'un exercice comme une petite révision aussi de tout ce qui tourne autour de la question posée. Bien, maintenant, on vous demande pourquoi l'acide citrique est qualifié de triacide. Triacide. Donc, tri, ça veut dire 3. Et triacide, ça veut dire qu'il peut libérer 3 protons H+. Au fur et à mesure, bien sûr, des réactions acido-basiques. On va les voir tout à l'heure. Nous allons voir maintenant juste la représentation topologique. Représentation topologique de l'acide citrique. De l'acide citrique qui est donné dans l'exercice. Donc on va voir la représentation topologique et on va expliquer pourquoi c'est un triacide. Bien, maintenant, voici la molécule de l'acide citrique dans la représentation topologique. Bon, je rappelle la représentation topologique. C'est une représentation formée de liaisons sous forme de segments brisés comme ça, et dans laquelle on ne met pas en évidence les carbones, et on ne met pas en évidence les hydrogènes qui sont liés au carbone, directement au carbone. Mais on met en évidence tous les autres atomes autres que le carbone, c'est-à-dire le O ici. Si j'avais le N,
Hein, il serait représenté aussi ici. Et par conséquent, tous les atomes, on appelle ça des atomes hétérogènes. Ça veut dire quoi? Hétérogène, ça veut dire que des atomes différents du carbone. Donc ces atomes hétérogènes, on doit les mettre en évidence. Et par conséquent, les hydrogènes qui sont liés à ces atomes, on les met aussi en évidence. Comme sur ce schéma-là. Vous voyez? Donc, retenez une représentation topologique est une représentation dans laquelle on ne met pas en évidence les atomes de carbone de la molécule et les atomes d'hydrogène qui sont directement liés à ces atomes de carbone. Mais par contre, on met en évidence les atomes autres que le carbone ainsi que les hydrogènes qui sont liés à ces atomes ou bien tout autre atome lié à ces atomes, on les met en évidence. Si ici j'avais le Cl par exemple, le chlore, ben je l'aurais mis, vous voyez, parce que sinon je ne vais pas savoir que sur le O qui est là, hein, il n'y a pas H, mais il y a un chlore par exemple, vous voyez. Par contre, tous les rencontres, vous voyez, entre les liaisons comme ça, ce sont des carbones. Là, là, là et là. Donc là, je compte le nombre de carbones, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. Donc il y a 6 carbones dans cette molécule-là, vous voyez. Et bien entendu, puisqu'on sait qu'un carbone est un atome tétravalent, c'est-à-dire qu'autour du carbone, il doit y avoir 4 liaisons, soit simples, soit une liaison double et 2 simples, soit une liaison triple et une liaison simple. En tout cas, 4 barres autour du carbone. Ici, pour ce carbone-là, il y en a 2. 1, 2. Donc, en fait, sur ce carbone, il y a 2 hydrogènes qu'on ne met pas en évidence. Vous voyez là. Sur ce carbone-là, si je compte les liaisons autour, il y en a 4. 1, 2, 3, 4. Donc, il y a 0 hydrogène sur ce carbone-là. Sur celui-là, 1, 2, 3, 4. Donc, il n'y a aucun hydrogène. Sur celui-là, pareil. Sur celui-là, pareil. Donc, il n'y a que celui-là qui a 2 hydrogènes. Vous voyez? Qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de dire que la molécule contient 6 carbones. Donc, je peux noter 6, comme ça. Combien de H alors? On va compter les H. 1, 2 ici, ça fait 3, 4, 5, 6. Et pour ce carbone-là aussi, il en a 2. Celui-là et celui-là, vous voyez? Donc, ça fait 8 hydrogènes. Et combien de O? Ben, les O, voilà, ils sont mis en évidence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O7. Donc, vous voyez que ça, c'est la représentation brute de la molécule de l'acide citrique. Vous voyez, de l'acide citrique. Hein, la question peut se poser dans d'autres exercices. Donc là, je vous ai expliqué un petit peu la formule topologique d'une molécule, hein, dans le cas général. Hein, regardez votre cours, hein, vous allez trouver ce que je viens de dire. Et à partir de la définition, j'ai retrouvé aussi la formule brute, vous voyez, qui est là. Maintenant, la réponse à la question, pourquoi l'acide citrique est qualifié de triacide? Donc, on remarque qu'il y a déjà 3 fonctions acide carboxylique, c'est-à-dire ça, c'est un groupe carboxyle, ça. Vous voyez, ça. Donc, j'en ai un ici, j'en ai 2 ici, un autre groupe carboxyle, et j'en ai un 3e ici. Et sachez que chaque groupe carboxyle, hein, peut libérer un proton. Donc, je vais souligner les protons en rouge. Donc, j'ai ce proton-là qui peut être libéré, celui-là qui peut être libéré, et celui-là. Donc, vous voyez que c'est un triacide parce qu'il peut libérer 3 protons.
Et on peut représenter, bien entendu, cet acide de façon simplifiée. H3. H3, ce sont les 3 H des 3 groupes carboxyles. Ou des 3 groupes, bien entendu, carboxyles, ou bien des 3 fonctions carboxyliques. Donc, soit fonction carboxylique, soit groupe carboxyle. Donc ça, regardez votre cours aussi sur les fonctions organiques, hein, dans la chimie organique, vous allez trouver tout ça. Et je mets A. Vous voyez, A pour simplifier. Voilà. Ça, c'est la représentation simplifiée de l'acide citrique. On ne met en évidence que les 3 protons, hein, qui vont être libérés ou cédés, hein, au cours des réactions acido-basiques. Et le A, eh bien, tout ce qui reste là, vous voyez, tout ce qui n'est pas entouré en rouge, c'est A. Vous voyez les O, les C qui sont là, les H, etc., etc. Vous voyez? Donc, si je regarde la formule ici, par exemple, le A, je retire 3 hydrogènes à H. Donc, c'est 6,6H5O7. Ça représente le grand A qui est là. Donc, voilà pourquoi l'acide citrique est qualifié de très acide, hein, pour les raisons que je viens d'expliquer. Bien, pour la première question, nous avons défini ce que c'est qu'un acide au sens de Bronsted et qu'on a trouvé que l'acide citrique est un triacide. Citrique, c'est un triacide, et qu'on peut le représenter par une forme simplifiée H3A. Tri, ça veut dire 3, donc 3 protons, H3. Par la même occasion, nous avons défini ce que c'est qu'une formule. J'ai rappelé les points forts d'une formule topologique, d'une molécule, car la représentation donnée dans le sujet de l'acide citrique est une représentation topologique. Donc, par la même occasion, je vais vous rappeler ce que c'est qu'une formule développée d'une molécule. Et formule développée. Donc, je vais vous donner la définition ici. En fait, c'est une représentation. C'est une représentation géométrique plane. Géométrique plane, hein, d'une molécule, bien entendu. Donc, d'une molécule. Et qu'est-ce qu'on met dans cette représentation? Bien sûr, où tous les éléments chimiques sont représentés. Ça veut dire qu'il faut mettre leur symbole, hein, sont représentés par leur symbole. Donc, sont représentés par leur symbole. Par exemple, H, C, O, N, etc., etc. Vous voyez? Et où toutes les liaisons sont représentées, vous voyez? Toutes les liaisons entre ces atomes, ou toutes les liaisons entre les atomes sont représentées. On imagine bien qu'avec cette définition, si la molécule comporte plusieurs atomes, eh bien, la représentation devient tout de suite un peu longue.
Donc, qu'est-ce qu'on fait pour représenter la molécule autrement? Hein? On utilise la formule semi-développée. Donc, la formule semi-développée, je vais vous rappeler sa définition aussi. C'est exactement la même chose que pour la formule développée, ici, sauf, vous voyez, les liaisons entre les atomes d'hydrogène et ne sont pas représentés dans la formule semi-développée. Vous voyez? Donc, tous les atomes chimiques sont représentés par leur symbole. Donc, jusque-là, c'est la même chose. Et où toutes les liaisons entre les atomes sont représentées, sauf avec l'hydrogène. Sauf avec l'hydrogène. Donc, je vais entourer ça en vert, là. Hein, sauf avec l'hydrogène. Hein, ça. Et ça, cette définition ici, maintenant, c'est la formule semi-développée, vous voyez? Voilà. Donc, vous voyez que vous prenez la formule développée, mais sauf pour les hydrogènes, il ne faut pas représenter leur liaison avec les autres atomes. Hein, que ce soit le carbone, que ce soit l'oxygène, que ce soit l'azote. Bien, ici, je viens de rappeler quelques formules de représentation de molécules hein, qu'on trouve en chimie. Ah, vous avez la formule topologique, vous avez la formule semi-développée ici, vous avez la formule développée aussi que j'ai définie avant, et vous avez la formule brute. Bon, la formule brute, c'est une formule qui nous donne uniquement le nombre hein, de chaque élément chimique dans une molécule, hein, sans représentation ni géométrique, ni avec les liaisons. Vous voyez? Donc, vous avez la formule brute, formule topologique, formule semi-développée, formule développée. Donc ça, ce sont des notions hein, à savoir. Et si vous voulez vous entraîner un petit peu, ben, vous prenez la molécule de l'acide citrique et vous faites la représentation semi-développée, vous voyez, par exemple. Hein. La formule topologique, elle est donnée dans le sujet. Donc dans le sujet, vous avez la représentation topologique de l'acide citrique. Voilà la réponse de façon complète à la première question. Bien, passons maintenant à la question numéro 2. Bon, la question numéro 2, on vous donne la représentation de 4 espèces acido-basiques. Hein, 4 espèces acido-basiques de l'acide citrique. Donc A, B, C et D. Et la question posée, c'est parmi les 4 représentations acido-basiques, quelle est celle qui prédomine? Quelle est celle qui prédomine dans un milieu très acide? Pour commencer, très acide. Et ensuite, quelle est celle qui prédomine dans un milieu très basique, parmi les 4? Voilà. Donc, pour répondre à la question, d'abord, je vais consulter les 4 représentations et on va expliquer un petit peu les choses à partir des représentations données sur le sujet. Bien, pour la question numéro 2, hein, il porte sur, bon, je vais écrire ici 2, comme ça. Donc, il porte sur ces 4 espèces acido-basiques de l'acide citrique. Remarquons que petit a, l'acide citrique ici a perdu un proton, donc c'est pour cela que là j'ai un moins que je vais mettre en évidence ici. Pour la représentation B,
Donc il a cédé les 3 protons. Donc là j'ai un moins ici et un moins ici. Donc vous voyez que les 3 protons sont cédés dans la représentation acido-basique petit b. Petit c, bon, il y a 2 protons qui sont cédés, donc il en reste un ici. Et pour la représentation D, aucun proton n'a été cédé. Donc sachez que la représentation simplifiée de ce triacide, hein, je vais la faire ici, lorsque l'acide citrique comporte ces 3 protons, vous voyez 1, 2 ici et 3, hein, les protons du groupe carboxyle, attention, d'accord? 1, 2, 3. On va donner à cette espèce chimique la représentation simplifiée H3A. Donc H3, c'est les 3 protons qui sont là, 1, 2, 3. Et le A, c'est tout le reste de la molécule. Bien. Qu'est-ce qui se passe ici? Les 3 protons sont perdus, sont cédés, pardon. Hein, donc ici, l'acide a cédé ces 3 protons. Sachez que chaque proton cédé, c'est un moins. Donc, un moins ici, donc c'est un proton cédé. Un deuxième moins, donc c'est 2 protons. Et le troisième, c'est 3 protons. Donc, ici, la représentation va être A, 3 moins. Donc, vous voyez que la différence entre B et D, c'est que les 3 hydrogènes qui sont là, hein, là, là et là, ils n'existent plus dans cette espèce chimique. Donc c'est pour cela que, vous voyez, je les ai retirés. Et bien sûr que ça a donné lieu à 3 charges négatives. Ben, on va raisonner pareil hein, pour les autres. Ici, c'est un seul proton qui est parti. Donc au lieu de H3, ça va être H2. Et le A va être avec un moins. Vous voyez, le moins qui est là, c'est le moins qui est dans la molécule. Hein, les 3 moins qui sont là, c'est parce qu'il y a 3 moins ici. Et maintenant pour la dernière espèce acido-basique, donc, et là, l'acide citrique ici a cédé 2 protons. Donc 2 protons, il lui en reste 1. Donc voilà, H et le A, et après 2 moins. Donc voilà, ici déjà j'ai commencé par montrer les protons qui restent et les protons qui sont cédés pour chaque espèce chimique ici. Maintenant la réponse à la question numéro 2. Bien maintenant, quelle est l'espèce acido-basique parmi les 4 qui prédomine dans un milieu très acide? Eh bien c'est l'espèce chimique qui est la plus acide parmi les 4. Eh bien c'est H3A. Donc H3A hein, prédomine dans un milieu très acide. Voilà la réponse, une partie de la réponse à la question numéro 2. Maintenant, quelle est parmi les 3 qui restent, celle qui prédomine dans un milieu très basique? Eh bien, c'est l'espèce chimique qui est la plus basique des 3. Hein? B, A ou C. Donc, c'est le B. Pourquoi? Eh bien, parce que l'espèce chimique, bien sûr, est très basique et ne comporte aucun proton, vous voyez? Donc, ici, il prédomine dans un milieu très basique. Donc, vous voyez que très acide, c'est H3A. Et très basique, c'est A3-. Ça, c'est vraiment les extrêmes hein, de pH. Très acide, très basique. Sinon, hein, il y a des pH, on va trouver, bien entendu,
3 de ces 4 espèces chimiques, ou bien 2, tout dépend hein, des pourcentages. Bien, donc pour la question numéro 2, hein, voici les 4 espèces chimiques qu'on vous donne, acido-basiques. Hein, voilà. Donc, le A, hein, on a trouvé que c'est H2A-. Le B, on a trouvé que c'est A3-. Le C, c'est HA2-. Et enfin, le D, c'est H3A. Bien, donc parmi les 4 espèces chimiques acido-basiques ici, la plus acide, c'est H3A, c'est la D. Donc, il prédomine dans un milieu très acide. Ce qui est logique, parce que c'est la plus acide des 4. Quelle est la plus basique maintenant des 3 qui restent? Ben, c'est le A3-. Donc, c'est cette espèce chimique qui prédomine dans un milieu très basique. Ben, pourquoi? Parce que il a besoin, bien entendu, de capter 3 protons. Et ici, il peut céder 3 protons. Voilà la réponse à la question numéro 2. Maintenant, à partir de ces espèces chimiques acido-basiques, on peut former des couples acido-basiques. Hein, c'est ce qu'on va faire ici, hein, juste pour voir la correspondance entre ces espèces acido-basiques. Hein, je vais le faire tout de suite. Bien, quel est le premier couple qu'on peut déjà former? Donc, H3A. Donc, s'il perd un proton, il va donner H2A-. Donc, vous voyez que c'est D sur A. Ça, c'est un couple acido-basique. Pourquoi? Parce que le passage de là à là a été fait par la libération d'un proton. Et le sens contraire, bien entendu, c'est le gain d'un proton, c'est-à-dire qu'elle a capté un proton. Maintenant, H2A-, qui est la base conjuguée de H3A, peut jouer aussi le rôle d'un acide. Donc, je vais le faire là. Donc, pourquoi il peut jouer le rôle d'un acide? Eh bien, parce qu'il comporte encore 2 protons. Donc, il peut libérer un proton à son tour. Et qu'est-ce qu'il va donner alors quand il va libérer un proton? Il va donner H, puisqu'il va perdre un H. Et il va donner A2-. Donc, vous voyez bien que le passage de là à là, c'est pareil, c'est moins un proton, H+. Et le passage de là à là, c'est plus un proton, H+. Vous voyez, les couples acido-basiques, c'est comme ça hein, qu'on les représente. Maintenant, HA2-, c'est la base conjuguée, bien entendu, de l'acide H2A-, mais qui possède aussi un proton. Donc, il peut libérer son dernier proton. Ça va donner le couple suivant, à savoir HA2- A3-. Vous voyez, là, c'est pareil. Là, c'est une perte la libération d'un proton. Ça donne ça. Et le chemin inverse, c'est plus un proton. Tout dépend de la réaction chimique acido-basique qui nous intéresse. Voilà les 3 couples de l'acide citrique. Bien sûr, issus de ces 4 espèces acido-basiques. Mais sachez qu'un trait acide, hein, en général un trait acide, eh ben, il a 3 couples
comme ce que je viens de représenter ici. Et chaque couple, il est caractérisé par un pKa. Ça, c'est pKa1, pKa2, pKa3. Vous voyez, parce que c'est trois couples différents. Hein? Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir leur diagramme de prédominance et leur diagramme de distribution dans l'exercice. Juste quelques petites définitions. Vous voyez que HA, H2A-, H2A-. Là, ça, il joue le rôle d'une base et là, d'un acide. Donc, on appelle cet élément, bien sûr, qui joue les deux rôles selon les couples, amphoulite. Vous voyez, c'est une espèce chimique amphoulite. Ou qui a un caractère amphotère, si vous voulez, voyez. Et si je prends aussi HA2- ici, qui est basique, qui joue le rôle d'une base, et ça qui joue, cette espèce ici qui joue le rôle d'un acide, hein, c'est la même chose. Donc aussi, c'est une espèce amphoulite. Donc amphoulite, c'est une espèce chimique, hein, vous voyez, on commence toujours par espèce chimique. C'est une espèce chimique qui peut jouer le rôle soit d'une base, soit d'un acide, selon les couples. Donc on peut trouver l'espèce chimique dans deux couples différents. Hein, dans un couple, il joue le rôle d'une base et dans l'autre, le rôle d'un acide. Bon. Dernière définition. Vous voyez H3A, on a dit c'est un triacide. Si je prends ici H2A-, on peut dire qu'il s'agit d'un diacide. C'est-à-dire diacide parce qu'il a deux protons à libérer, vous voyez. Et que le HA2- ici, c'est un monoacide. Ça veut dire quoi? Un monoacide, c'est une espèce chimique qui n'a qu'un seul proton à céder. Donc ça, c'est pas très compliqué à comprendre et c'est bien de le savoir. Bien, voici la réponse à la question numéro 2 avec beaucoup de rappels et beaucoup de définitions. Bien, passons maintenant à la question numéro 3. Donc pour la question numéro 3, on vous demande d'associer les courbes du diagramme de distribution. Donc vous avez le diagramme de distribution de l'acide citrique. Hein, de l'acide citrique qui est donné dans le sujet. Et il est composé de 4 courbes. Donc sachez que je vais rappeler un diagramme de distribution rapidement. Donc un diagramme de distribution, et il est gradué en pH sur l'axe horizontal et en pourcentage d'espèces chimiques sur l'axe vertical. Donc il est gradué de 0 à 14 pour le pH. Et j'ai des courbes. Voilà, donc j'ai des courbes comme ça. Et pour chaque courbe correspond une espèce chimique. A par exemple, B ici, C. Donc comment les placer alors, les A, B et C? Une chose qu'il faut savoir sur le diagramme de distribution, c'est que lorsqu'on va dans ce sens-là, ou bien lorsqu'on va dans ce sens-là, tout dépend, hein. Si on va dans le sens noir, le caractère acide diminue et le caractère basique augmente. Donc on va dire caractère acide diminue
mais basique augmente selon les espèces chimiques. Ici, pour deuxième flèche, ben, le caractère acide augmente et basique diminue. Je vais l'expliquer sur les 4 représentations acido-basiques qui sont données. Donc j'ai le A, je vais les rappeler H2A-. Pour le B, c'est A3-. Pour le C, c'est HA2-. Et enfin pour le D, j'ai H3A. Vous voyez, là j'ai les 4 espèces chimiques. Bon, la plus acide, c'est H3A. Donc, ça, je dois le trouver obligatoirement sur la première courbe. Parce que c'est le plus acide. Quel est le deuxième dans l'ordre de l'acidité? C'est H2A-. Vous voyez? Donc ça doit être la deuxième courbe sur le diagramme. Quelle est la troisième espèce chimique dans l'acidité, c'est-à-dire dans le classement de l'acidité? C'est HA2-. Donc ça va être la troisième courbe. Enfin, l'espèce la plus basique, c'est A3-. Bon, voilà comment on repère les espèces chimiques. Vous voyez, la plus acide, c'est la première courbe, et puis la moins acide jusqu'à la plus basique. Vous voyez? Donc ça, c'est une chose. Sachez que dans la deuxième question, on vous a demandé quelle est l'espèce qui prédomine dans une solution très acide. On a dit que c'est H3A très acide. Vous voyez, déjà ça vous donne une indication. Très acide. Donc, il va être vraiment à gauche. Ça va être la première courbe. Et quelle est l'espèce chimique la plus basique ou qui prédomine dans une solution très basique? Ça, c'était la question numéro 2. On a dit que c'est A3-. Donc, A3- va être la dernière courbe. Donc, si je résume ici, puis après, on va voir le graphique. H3A va être la première courbe. La deuxième courbe va être H2A-. La troisième va être HA2-. Et enfin, la dernière va être, bien entendu, la quatrième. Donc, vous voyez que rien que en raisonnant sur l'acidité ou bien le caractère basique, on peut établir, bien entendu, le placement des espèces chimiques acido-basiques. Donc, on va voir tout ça sur le graphique. Et après, je vais vous donner une autre explication aussi qui est intéressante. Donc, voici les courbes. Vous avez la première, la deuxième ici, ensuite la troisième et enfin la quatrième. Donc, sachez que nous avons dit que la première, c'est H3A. C'est l'espèce la plus acide. La deuxième courbe, c'est H2A-. La troisième, c'est HA2-. Et enfin, la dernière, c'est A3-. Donc, on voit bien que sur l'axe des abscisses,
j'ai le pH. Oui, j'ai le pH. Donc, l'espèce qui est la plus acide, ici, va être l'espèce chimique la plus acide, c'est H3A. Et ensuite, l'espèce qui est moins acide que H3A, mais plus acide que HA2-, c'est H2A-. Donc, vous voyez, c'est en fonction du nombre de protons, hein, si vous voulez, qu'on peut classer aussi les courbes. Donc voilà, je viens de les classer par ordre d'acidité décroissante de gauche à droite. Hein, ou bien si je m'intéresse au caractère basique, eh ben, A3- c'est le plus basique, le moins basique par rapport à A3-, c'est HA2-, et ainsi de suite. Donc voilà, vous pouvez choisir le chemin que vous voulez. Et il y a une autre explication aussi. Sachez que je vais rappeler les couples ici. J'ai rappelé les couples H3A, H2A-. Vous voyez, je vais mettre les trois couples ici, vous allez voir. H2A-, HA2-, et enfin HA2-, A3-. Donc, vous voyez que pour chaque couple, on a un pKa. Vous voyez ici, je peux noter ça pKa1, ça c'est pKa2, et le dernier c'est pKa3. Je vous laisse revoir la leçon sur le Ka et le pKa d'un couple acido-basique. Hein, donc je ne vais pas rappeler ça ici, mais je vous renvoie sur la définition que j'ai déjà donnée dans de précédentes leçons sur les acides bases. Pourquoi je vous écris les couples acido-basiques et leur pKa? Il faut savoir qu'un diagramme de prédominance, ça vous donne, en fonction de pKa1, la prédominance de chaque espèce chimique. Vous voyez, sur un axe gradué en pH. Le diagramme de distribution, lui, non seulement il me donne la prédominance de chaque espèce en fonction du pH, et il me donne aussi le pourcentage. Vous voyez, le pourcentage dans pour chaque pH. Vous voyez, pour chaque pH, j'ai le pourcentage de chaque espèce chimique. Il suffit de tracer la perpendiculaire à l'axe de pH, ici. Par exemple, la pH égale à 2. Hein, je trace l'axe perpendiculaire à pH qui passe par 2. Et j'aurai le pourcentage ici de HA2- et puis ici, de H3A. Et je vois que H3A prédomine dans cette zone-là. Une dernière chose, sachez que c'est la concentration de H3A égale à H2A-, ou bien le même pourcentage. Donc je vais être ici, vous voyez, là. Et le pKa, il suffit de tracer là, hein, je vais le faire ici, hein, de tracer la projection orthogonale, et j'ai et là c'est le pKa1, ici. Donc vous voyez que le pKa1, ici, sépare deux espèces chimiques. À gauche, c'est H3A, et à droite, c'est H2A-. Donc c'est évident que cette courbe-là, là, c'est H2A-. Vous voyez, parce qu'il relie les deux espèces chimiques avec le pKa1 qui est là.
Donc maintenant, le pKa2, il faut que le pourcentage de H2A- est égal au pourcentage de HA2-. Ou bien, même concentration, comme vous préférez, vous voyez. Donc en fait, c'est ce point qui est là, vous voyez. Et si je trace, bien sûr, la projection orthogonale ici sur pH, je vais trouver la valeur, bien entendu, de pKa2. Sachez que ça a été fait dans un précédent exercice. Donc là, c'est pKa2. Vous voyez, là, c'est autour de 3, 3,2. Là, c'est autour de 4,7 à peu près. Hein? Et donc, vous voyez que pKa2, ici, dans le diagramme de prédominance, à gauche, j'ai H2A-. Voilà, c'est ce que j'ai. Et à droite, j'ai HA2-. C'est ce que j'ai. Donc, vous voyez que le domaine de prédominance, si je trace, si je mets en évidence les pKa, il est très intéressant. Vous voyez, ça complète un petit peu les choses. Vous voyez que le diagramme de prédominance, on peut le faire aussi dans le diagramme de distribution. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Le dernier couple, HA2-, HA3-. Eh bien, c'est ici, vous voyez? C'est à peu près... Voilà, c'est à peu près autour de ce point-là. C'est à peu près vers 6,4 à peu près, vous voyez? Ka3, là. Donc vous voyez maintenant que j'ai représenté les couples de l'acide citrique. J'ai mis en évidence leur pKa. Eh bien, si je regarde les espèces chimiques que je viens de donner, vous voyez, pour les courbes, sans tenir compte, bien entendu, des pKa. Sachez que ça, c'est un complément, attention. On ne vous demande pas de justifier les courbes à partir de pKa. On ne vous demande pas ça. Ce qu'on vous demande, c'est juste mettre les espèces chimiques, et je vais vous expliquer comment les faire en procédant sur l'acidité qui diminue de chaque espèce chimique de gauche à droite. Et puis avec ça, on peut déduire les espèces chimiques correspondantes pour chaque courbe. Mais là, c'est un complément que je suis en train de vous donner. Donc maintenant, si on vous demande de tracer le diagramme de prédominance, bien sûr, de ces trois couples, ben, il est déjà fait. Je vais noter en rouge. Vous voyez là, là j'ai l'axe de pH, là j'ai placé les pKa, pKa1, pKa2, etc. Bon, admettons, je n'ai pas le diagramme de prédominance, de distribution, pardon. Eh bien, ici, j'ai A3- qui prédomine à gauche de pKa3. Et ici, j'ai HA2-. Vous voyez le diagramme de prédominance classique. Maintenant, le pKa2, ici. À droite, j'ai HA2-, c'est ce que j'ai. Mais à gauche, qu'est-ce que j'ai? J'ai H2A-. Et maintenant, pour le pKa1, qui est là, à droite de pKa1, j'ai H2A-. Bon, il est déjà représenté. Mais à gauche, j'ai H3A. Donc vous voyez que tout est logique. Donc à gauche de pKa1, j'ai H3, ce que j'ai ici. Vous voyez. Entre pKa1 et pKa2, j'ai H2A-, c'est ce que j'ai. Entre pKa2 et pKa3, j'ai HA2-, c'est ce que j'ai. Et puis à droite de pKa3, j'ai A3-, c'est ce que j'ai. Donc ça, c'est un exercice très intéressant pour
combiner et le diagramme de prédominance et le diagramme de distribution. On ne vous le demande pas ici encore une nouvelle fois. Je le fais pour vous montrer un petit peu déjà comment calculer les pKa de différents couples, parce que ça peut être posé dans, de prochains exercices. Et sachez que j'ai traité un exercice sur l'acide citrique où je détermine les pKa de chaque couple. Donc, vous pouvez le regarder. Il est très intéressant, hein, ça complète un petit peu ce que je suis en train de faire ici. Voilà la réponse complète de la question numéro 3. Bien, pour la question numéro 4, on vous dit qu'une solution aqueuse d'acide citrique de concentration C égale à 15 millimoles par litre. Faites attention à l'unité, hein, c'est 15 10 moins 3 mol par litre. 15 fois 10 moins 3 mol par litre. La conversion n'est pas obligatoire ni nécessaire, c'est juste pour vous montrer un petit peu les millimoles en mol par litre. Donc le pH de cette solution est environ 2,5. On donne le pH environ 2,5. Et on vous demande quelles sont les formes, quelles sont les formes A, B, C ou D prédominantes dans cette solution. Et on vous demande de donner les proportions relatives, ça veut dire les pourcentages. Donc, c'est pas très compliqué. Je vais vous montrer ici. Vous avez le diagramme de distribution pH. Par exemple, 0,14 ou 0, tout dépend de la graduation de l'axe. Là, vous avez les pourcentages. Donc, vous avez les courbes qui sont comme ça. Donc, si vous prenez pH ici, par exemple, vous voyez pH, à ce pH, ben, vous tracez la projection orthogonale sur l'axe de pH, et puis vous lisez directement. Donc, vous verrez que maintenant, ici, j'ai ce pourcentage-là, de l'espèce chimique qui est là. Si j'appelle A, B, les deux espèces chimiques, donc ça, c'est le pourcentage de B, ici. Et puis pour le A, ben, c'est l'intersection entre la perpendiculaire partant du pH donné à la courbe qui correspond à l'espèce chimique considérée. Vous voyez, ici, c'est le A. Et vous lisez directement les pourcentages ici. Donc ça, c'est pour l'espèce chimique A. Donc vous voyez bien que si j'avais une courbe, par exemple, ici qui part comme ça, là, qui part comme ça. Donc vous voyez que la perpendiculaire qui part de ce pH là ne rencontre pas la courbe verte. Donc l'espèce C elle sera à 0%, vous voyez, par exemple. Je vous donne ça au cas où vous aurez ce cas. Donc,
c'est l'intersection de la perpendiculaire au pH donné avec les courbes de chaque espèce chimique qui vous donnera les pourcentages, vous voyez, et les espèces présentes dans la solution. Donc, vous voyez que dans cette solution que j'ai prise au hasard, hein, il y a plus de A que de B dans la solution. Vous voyez. Bien, donc nous allons voir cette méthode appliquée à notre exercice. Donc sachez que dans cet exercice, je vous donne la solution, bien entendu, à la question posée. Et autour de la question, je vous fais des rappels de quelques définitions ou de quelques notions qui ne sont pas demandées dans l'exercice. Donc, faites attention à ça. Hein. Ça n'est pas à mettre dans la réponse à la question si un jour vous avez un exercice similaire. Ah, vous répondez aux questions directement posées. Mais là, pour moi, faire un exercice, c'est aussi faire une révision un petit peu de quelques notions autour de l'exercice, bien entendu. Donc maintenant, nous allons voir les courbes de l'exercice pour donner les proportions et puis les formes prédominantes dans la solution proposée. Bien, voici la réponse à la question 4. Voilà, j'ai repris le diagramme de distribution hein, sur lequel j'ai placé les espèces chimiques données dans l'exercice. Hein, H3A, il est noté par la lettre D, H2A-A, HA2-CC, A3-CB. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire hein? C'est très simple. Vous placez le pH qui est donné, hein, c'est 2,5. Je trace la perpendiculaire à l'axe de pH qui part de 2,5. Et puis, je trouve une première intersection avec H2A-, ici. Donc, ça me donne à peu près 20%, voyez. Donc ça, c'est pour le pourcentage de H2A-. Ensuite, la prochaine intersection, c'est ici, c'est avec H3A et c'est 80%. Donc H3A. Donc vous voyez bien que la solution comporte 0% de HA2- et 0% de A3-. Donc si la perpendiculaire qui part du pH qu'on vous donne ne rencontre pas une des courbes du diagramme de distribution, eh bien cela veut dire que l'espèce chimique n'est pas présente dans la solution et que son pourcentage est égal à 0%. Ça se comprend facilement. Donc voilà les pourcentages, bien entendu, de H2A- et H3A. C'est prévisible. Pourquoi prévisible? Et d'ailleurs, c'est la question à laquelle on va répondre dans la 5e question. Hein, c'est celle qui est tracée en rouge ici. Hein, je reviendrai là-dessus. Je vous ai dit que lorsque les deux pourcentages ici de ces deux espèces chimiques sont identiques, c'est-à-dire ici, eh bien, le pH qui correspond à ce point hein, correspond au pKa du couple. Vous voyez, regardez, je vais le mettre ici, pKa, 1, je peux l'appeler 1 du couple H3A, H2A-. Ça, c'est la question numéro 5. J'y reviendrai, puisque là, vous voyez le tracé rouge. Vous n'allez pas comprendre, mais ça, c'est pour la prochaine question. Donc, ici, j'ai les pourcentages hein, relatifs, 20%, 80%. 0% pour les autres, hein, vous pouvez les mettre aussi 0%. Et sachez que si je cherche à calculer la concentration de H2-, eh bien, je prends 20 fois 15 divisé par 100. Et pour celui-là, 80 fois 15 divisé par 100. Pourquoi multiplier par 15? Parce que c'est la concentration de la solution donnée. Et vous voyez, c'est le pKa, il est là. C'est que l'espèce qui prédomine à gauche,
c'est l'acide, donc c'est H3A. C'est pour cela qu'on le trouve à 80%. Et on trouve quand même une partie de l'autre, de la base conjuguée, ici, présente aussi, vous voyez, qui est à 20%. Admettons, si on est au pH égal à 1, ici, eh ben, j'aurai 100% de H3A. Vous voyez, j'aurai 100%. Vous voyez, quand je trace la perpendiculaire au pH égal à 1, il ne va pas rencontrer, bien sûr, H2A-, ni les autres. Encore moins si on est entre 0 et 1. Alors que là, c'est très très acide, vous voyez. C'est comme ici, si je prends le pH égal à 9, et je trace la perpendiculaire à l'axe de pH, eh bien la perpendiculaire ne va rencontrer que la courbe numéro 4. Et donc j'aurai la forme basique qui va être, bien sûr, présente à 100%. Voilà la lecture de diagramme de distribution, hein. J'ai fait déjà un exercice précédemment, hein, sur ça. Voilà comment on lit le diagramme de distribution, hein. Il nous donne beaucoup d'informations complémentaires par rapport à un diagramme de prédominance simple. Bien, je reviendrai sur la question 4 pour vous montrer comment calculer les concentrations. Bien, pour la question numéro 4, à pH égale à 2,5, nous avons trouvé H3A, c'est-à-dire l'espèce chimique petit d. On a trouvé 80%. Ensuite, on a trouvé que H2A-, c'est-à-dire la base conjuguée de H3A, et qui est notée petit a dans l'exercice. Donc on a trouvé 20%. Et puis pour A3-, on a trouvé 0%. Et puis HA2-, 0% aussi. Donc voilà ce qu'on a trouvé comme proportion d'après le diagramme de distribution. Je rappelle, nous avons tracé la perpendiculaire à pH égale à 2,5, c'est-à-dire la perpendiculaire à l'axe de pH. Et puis l'intersection avec les courbes nous ont donné 80% pour H3A, 20% pour H2A-, et puis 0 pour les autres. Une question complémentaire maintenant. Question complémentaire. Donc, il n'est pas posé sur le sujet. Comment calculer les concentrations maintenant de chaque espèce chimique à pH égal à 2,5? Sachez, lorsque vous avez les proportions et qu'on vous donne la concentration C, hein, c'est très facile de calculer les concentrations des espèces chimiques. Donc, sachant que C égale à 15 millimoles par litre. Donc, sachez que la concentration de l'espèce chimique, je le note ici, H3A, c'est égal au pourcentage de l'espèce chimique multiplié par la concentration de la solution, ce qui donne comme application numérique concentration de H3A, donc égale à, on a trouvé 80%, donc 80 fois 15 divisé par 100. Donc, on trouve pour la concentration de H3A, dans cette solution-là, on trouve 12 millimoles par
litres. Maintenant, le C de H2A-, donc c'est le pourcentage, donc c'est 20%, donc c'est 20 fois 15 divisé par 100. Donc la concentration, bien entendu, après calcul, ça donne 3,0 millimoles par litre. Donc vous voyez qu'on trouve la somme égale à 15. 12 plus 3 égale à 15 millimoles, puisque la solution, c'est 15 millimoles. Donc voilà la question complémentaire. C'est un jour, vous avez la concentration à calculer. Une fois que vous avez les proportions, bien entendu, et la concentration de la solution donnée. Vous voyez? Bien, voilà pour la question numéro 4. On passe maintenant à la question numéro 5. Bien, pour la question numéro 5, on vous donne le pH égal à 3,2 et on vous demande à quelle grandeur acido-basique correspond-il. Donc voilà 3,2. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Il faut aller au diagramme de distribution. Vous voyez, diagramme de distribution. Et puis regardez pH égal à 3,2. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Vous voyez que là, le pH égal à 3,2, c'est à peu près ici. Et sachez que si vous tracez la perpendiculaire à l'axe de pH, ben, il va rencontrer la courbe 1 et la courbe 2 au point qui est là. Et ici, j'ai la même proportion de cette espèce chimique et de celle-là. Donc, je vais renoter les espèces chimiques. Bon, ici, c'est H3A pour la première courbe. La deuxième, c'est H2A-. La troisième, c'est HA2-. Et la dernière, c'est A3-. Donc ça, on l'a vu dans les questions précédentes. Donc maintenant, ce point, il correspond à quoi? Il correspond à la même proportion de H2A- et de H3A, c'est-à-dire 50%. Vous voyez, ici, 50%. Donc, les proportions sont identiques, ainsi que les concentrations. Donc, qu'on représente alors le pH qui correspond à ce point où les proportions sont identiques? Eh bien, il correspond au pKa de ce couple de H3A, H2A-. Donc là, ça correspond au pKa que j'ai appelé A1 si vous voulez, parce que j'ai trois couples de H3A, H2A-. Donc vous voyez qu'on a déjà fait la résolution d'un exercice où l'on vous demande les pKa à partir du diagramme de distribution. Donc ici, la question est posée différemment. On vous donne la valeur et on vous demande à quoi elle correspond. Donc vous voyez que la question elle est inversée. Soit on vous demande de trouver le pKa, soit on vous donne la valeur sous forme de pH et on vous dit à quoi il correspond sur ce diagramme de distribution. Donc sachez juste, pour rappeler aussi le pKa, vous voyez que à chaque fois que vous avez deux espèces comme ça chimiques, l'un à côté de l'autre, et que leurs courbes, bien sûr, se croisent en un point où la proportion est la même, eh bien sachez que le pH correspond à pKa. Vous voyez, donc pour ce couple-là, hein, vous voyez, regardez, je vais tracer ça.
Donc si on veut le pKa de ce couple, ben, on va tracer la droite ici. Si on veut pour le dernier, puisque je suis en train de tracer, eh ben, ça va être ici. Donc, vous voyez, les questions ne sont pas posées, mais je vous donne quand même la réponse. Vous voyez, c'est à peu près 4,7 ici pour le couple H2A-, HA2-. Voilà, leur pKa, c'est ici. Vous voyez, je peux marquer pKa2 ici, si vous voulez. Hein, c'est à peu près 4,7. Et pour pKa3, c'est ici, 6,4 à peu près, vous voyez. Hein, donc pKa 3. Bien, pour la question numéro 6, on vous demande... Bien, pour la question numéro 6, on vous demande, y a-t-il des carbones asymétriques? Hein, je vais noter ça, carbone asymétrique dans la molécule de l'acide citrique. Donc, d'abord, on va rappeler la définition d'un carbone asymétrique. Donc, un carbone asymétrique, sachez qu'on le note parfois C et on met une étoile pour montrer qu'il est asymétrique. Ça n'est pas une obligation, mais je vous donne cette règle. Hein. Parfois, on vous demande de mettre l'astérix sur les carbones asymétriques. Donc, un carbone asymétrique est un carbone qui est lié à 4 substituants différents. Hein, à 4 substituants différents. Ou bien, on peut dire aussi à 4 groupements d'atomes. 4 groupements d'atomes ou atomes différents. Donc le mot différent est important, différent. Donc sachez que le carbone est un atome tétravalent, tétravalent, je rappelle ça, tétravalent. C'est-à-dire autour du carbone, on doit trouver 4 liaisons, soit 4 liaisons simples, soit une liaison double, 2 simples, soit une triple et une simple. Donc, partant de la définition et de la tétravalence du carbone, de l'élément carbone, eh bien, on va voir ici. Donc, sachez que les carbones qui sont liés avec une double liaison, comme ici, pour le O et le O, vous voyez. Donc, ces carbones-là ne peuvent jamais être asymétriques. Ben, pourquoi? Parce que déjà, ils sont liés à un groupement qui est là, c'est tout ça. Si je peux entourer tout ça. Ensuite, le HO et ensuite le O. Donc, il n'y a pas 4, vous voyez, 4 substituants aux 4 groupements d'atomes différents. Donc, les atomes de carbone liés à l'oxygène là, là et là sont à exclure. Donc, ils ne sont pas symétriques. Maintenant, il me reste ce carbone, celui-là et celui-là. Donc, d'abord, celui-là, sachant que la représentation, c'est une représentation topologique, vous avez 2 liaisons qui sont mises en évidence, mais étant donné que le carbone qui se trouve ici et qui n'est pas présenté dans la représentation topologique, il est tétravalent. Vous voyez, tétravalent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les liaisons qui manquent, en fait, ce sont des liaisons d'hydrogène qu'on ne met pas dans cette représentation topologique. Vous voyez, donc j'ai H ici. Attention, c'est que les H liés directement au carbone. Les H qui sont liés à des atomes ou des éléments chimiques autres que le carbone, on doit obligatoirement mettre le H. C'est que au niveau des carbones, les H qui sont liés directement au carbone, qu'on ne met pas en évidence. Donc vous imaginez bien que là, j'ai 2 H qui sont identiques, donc je ne suis pas dans la définition qui est là.
Ce carbone, c'est exactement pareil, vous voyez? J'ai H là, et puis H ici aussi. Bon, je ne fais pas la représentation de Cram, c'est juste pour vous montrer les liaisons qui manquent autour de ce carbone-là. Donc, il manque deux liaisons, et ces deux liaisons, ce sont deux H. Donc, par conséquent, ce carbone et ce carbone possèdent deux éléments chimiques identiques. Donc, on n'est pas dans la définition d'un carbone asymétrique. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste ce carbone-là, et ce carbone-là, c'est le piège. Piège, parce que vous avez la représentation de Cram, et puis, sachant que dans la représentation de Cram, vous avez deux liaisons qui sont dans le plan, c'est les liaisons en trait continu, celle-là et celle-là. La liaison qui est en triangle plein, comme ça, parfois on trouve ce triangle noir, c'est la liaison qui vient en avant du plan du tableau, ça veut dire qu'elle vient vers vous, hein, vous qui regardez la vidéo, d'accord? Et les pointillés comme ça, c'est-à-dire la partie hachurée comme ça, ben c'est la liaison qui va en arrière du plan du tableau. Donc ça va vers l'arrière du plan de ce tableau. Donc on a l'impression que voilà, c'est un carbone qui est asymétrique puisqu'il est représenté dans la représentation de Cram, vous voyez? Or, ce carbone-là, il est identique à celui-là. HO pareil que HO. O pareil que O. Donc, ce groupement qui est là, que je vais entourer ici, là, il est identique à ce groupement-là, vous voyez? Donc, les deux groupements qui sont là, qui sont entourés, sont identiques. Hein? Donc, je vais marquer ça comme ça, et je vais marquer comme ça, là. Identique. Identique. Donc, vous voyez bien, ils sont identiques, donc je n'ai pas quatre substituants différents. OH, c'est différent de OH. Vous voyez? Donc, je vais vous mettre celui-là en bleu et celui-là en rouge. Donc, vous voyez que les couleurs qui sont identiques, c'est-à-dire le vert, il s'agit de deux substituants identiques. Donc, pour résumer maintenant et donner la réponse à la question, il n'y a pas de carbone asymétrique dans la molécule d'acide citrique. Donc voilà, c'est la réponse qu'on va donner maintenant. On va noter qu'aucun carbone n'est lié à quatre substituants différents, à quatre substituants aucun carbone n'est lié à quatre substituants différents dans la molécule d'acide citrique. Donc, il n'y a pas de carbone asymétrique. Voilà la réponse à la question numéro 6. Et avec cette réponse, on vient au bout de l'exercice qui est donné. Donc sachez que c'est un exercice qui n'est pas très long à rédiger ni à faire. Et j'ai pris le temps nécessaire pour le faire car j'ai rappelé pas mal de notions importantes, pas mal de définitions qui tournaient autour du chapitre acido-basique.
Donc voilà l'intérêt de cette correction, hein. Ce n'est pas que de vous donner les réponses aux questions, mais c'est de vous donner la justification pour chaque réponse et rappeler quelques définitions autour de la question, c'est nécessaire. Donc voilà, bon courage pour la suite et à bientôt.